On a fait d'abord donc les applications militaires. Pour ces applications militaires, on avait besoin de l'enrichissement pour avoir de l'uranium très enrichi pour la bombe. Mais aussi, il se trouve que dans un réacteur, il y a la fission qui se produit, mais aussi d'autres réactions nucléaires qui produisent un corps nouveau qui n'existe pas dans la nature, ou alors des traces infimes pour d'autres raisons. C'est le plutonium. C'est-à-dire qu'il y a des réactions qui font que des noyaux d'uranium-238 se transforment en plutonium-239. Enfin, il y a des tas de bazar là à l'intérieur. Mais il se produit du plutonium qui, à son tour, a plusieurs isotopes. Et le premier, le plus nombreux, c'est le plutonium-239. Le plutonium, donc, c'est un corps nouveau qui n'existait pas. Donc, il a été inventé ou créé par les premiers réacteurs. Et ce plutonium, lui aussi, est fissile. Il a un isotope fissile, c'est-à-dire un isotope qui est capable de faire la fission. Et qui, pour des raisons diverses, est très bon pour les bombes. Et donc, le premier réacteur qu'on a fait pour prouver que la fission et la réaction en chaîne marchaient, c'était en 1942, son objectif des réacteurs à cette époque était la production de plutonium pour faire les bombes. Et donc, les États-Unis ont fait 2 bombes, d'ailleurs je crois qu'ils en avaient 3, enfin c'était vraiment les 2 premières, et qui ont été envoyées sur le Japon, et une était à l'uranium enrichi et l'autre était au plutonium. Et donc cette industrie militaire a développé 3 techniques, les réacteurs, l'enrichissement et le retraitement, c'est-à-dire extraire le plutonium des combustibles irradiés. Alors qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, pendant cette période de la Seconde Guerre mondiale et encore plus la guerre froide, les pays, avec donc la compétition militaire, les États-Unis ont fait d'énormes usines d'enrichissement des réacteurs producteurs de plutonium, des usines productrices de plutonium, etc. Les Russes aussi, les Anglais en ont fait un peu moins, mais quand même, les Français aussi. L'objectif était donc d'avoir l'arme atomique. Et puis, l'étape suivante, ça a été de se dire quand même, ça serait bien, puisqu'on produit comme ça de l'énergie avec un nouveau matériau, et que ce sont des quantités assez réduites, donc ça serait super. Parce que ce combustible-là, si vous voulez, cet uranium, il peut rester assez longtemps dans la vie d'un réacteur. Le charbon, il faut que vous mettiez du charbon tout le temps, donc il faut beaucoup de charbon, etc. Là, des petites quantités d'uranium vous produisent beaucoup d'énergie. Et donc, l'idée géniale, entre guillemets, c'est les moteurs de sous-marins, de façon à assurer une autonomie assez grande aux sous-marins, qui ne soient pas obligés d'avoir des pétroliers pour les alimenter et qu'on pourrait désinguer. Donc, moteurs de sous-marins. Pour les moteurs de sous-marins, il nous fallait des réacteurs plus petits, de petite taille, avec une puissance suffisante. Et donc, les réacteurs parfaits pour ça, c'était des réacteurs dont le combustible était de l'uranium légèrement enrichi, 3,5% d'uranium 235, comme refroidisseur de l'eau, et comme l'eau aussi capture les neutrons, c'est pour ça qu'il fallait du 3,5, et aussi l'eau ralentit les neutrons, et la fission est d'autant meilleure que le neutron est plus lent. On pourrait imaginer que plus il est rapide, plus il va faire péter le noyau d'uranium 235, pas du tout. Il rentre en loose D, il se met dans le noyau et pop, ça explose. Et donc, on a développé les moteurs de sous-marins aux États-Unis, et ayant développé toutes ces techniques, on a transposé ces techniques au civil, et les réacteurs à eau sous pression, ceux des moteurs de sous-marins, sont devenus les réacteurs les plus répandus au monde. Et il y avait 2 catégories, il y a les réacteurs à eau sous pression, comme celui-ci, et comme tous les réacteurs français sont des réacteurs à eau sous pression, depuis Fessenheim jusqu'à même l'EPR, c'est la même famille, c'est la même catégorie. Et il y avait une autre filière, ce qu'on appelle, qui était les réacteurs à eau, mais ce qu'on appelle bouillant, c'est-à-dire qu'au lieu que l'eau soit maintenue sous pression pour atteindre les températures dont j'ai parlé, dans ces réacteurs-là, l'eau bout. On laisse bouillir l'eau, et c'est la vapeur qui passe directement dans le turbo-alternateur. Il n'y a pas les doubles circuits qu'il y a là. Mais du point de vue du fonctionnement physique, si vous voulez, c'est pareil, c'est des réacteurs à eau et à uranium enrichi. Alors, on en est là, on verra en France ça a été un peu différent, mais mondialement c'est ce qui s'est passé, parce que les Américains ayant mis au point dans les années 50 et début des années 60 ces réacteurs pour la production d'électricité,
l'atome, ça a été une grande offensive d'Eisenhower en 1954 qui a fait un grand discours, l'atome pour la paix. Et donc, si vous voulez, c'était à la fois, même du point de vue des scientifiques, de se dire, bon d'accord, on a fait l'atome pour la guerre, c'est terrible, etc., mais on a quelque chose de formidable, c'est la possibilité de produire de l'énergie, de la chaleur, plus de l'électricité, avec les mêmes technologies, et ça, c'est le côté bien. Et donc, ce côté bien s'est répandu à travers le monde entier, et la France, à partir du début des années 70, a pris d'abord la licence américaine, c'était la licence Westinghouse, et a fabriqué les centrales qui sont maintenant en France, depuis, je vous dis, Fessenheim qui a démarré en 78, jusqu'à la dernière Civaux qui a démarré en 2000, et le PR qui est en construction. Donc voilà le côté, si vous voulez, positif de l'affaire. J'ai trouvé un nouveau matériau. Ce nouveau matériau, je ne peux pas le brûler, mais il se trouve qu'il est fissile. Je peux produire de la chaleur, et cette chaleur, je produis de l'électricité. Donc j'ai une nouvelle façon de produire de l'électricité à partir d'une nouvelle matière. Donc ça enrichit, si je puis dire, le panel des façons de faire de l'électricité. Alors, l'ennui, c'est là que les ennuis commencent, c'est que cette fission-là, cette fameuse fission qui casse le noyau d'uranium-235 en morceaux, et aussi ces réactions nucléaires qui fabriquent du plutonium.